Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sur Ornat dans lequel je te présente le One vs All Valor and Villainy qui est un jeu de Skybound Game. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, c'est un jeu d'exploration de map, une espèce de land crawler, un contre tous. Pour l'instant, n'est disponible qu'en anglais. Fait qu'un joueur va contrôler Mordak et toutes ses troupes de minions qui se déploient sur le plateau et essaient de tuer les aventuriers à de nombreuses reprises, parce que tu vas mourir plus qu'une fois dans ce jeu-là. Alors que les aventuriers vont chacun choisir un héros, puis ils vont tenter de découvrir les différentes shrines, les différents hôtels de Mordak pour l'affaiblir et se préparer pour une confrontation finale. Quand la confrontation finale va commencer, Mordak doit réussir à éliminer 3 héros, ou le même héros 3 fois, bref, il doit tuer 3 fois, alors que les héros doivent tenter d'éliminer Mordak. C'est un jeu qui avait quand même eu un bon succès sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter, fait que, comme à l'habitude, je vais t'expliquer comment on installe le jeu, je tente de t'expliquer comment on y joue le plus clairement possible, je te reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place, on va commencer par assembler le terrain et la map sur laquelle la partie va se jouer. On va avoir des tuiles qui sont toujours là, qui sont des tuiles recto-verso. Comme ça ici, il y en a 5. On va avoir les tuiles niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Selon le nombre de joueurs qu'on a, on n'aura pas des maps tout à fait de la même grandeur. Moi, je vais installer une partie à 2 héros, donc Mordak plus 2 héros. Donc une partie à 3 joueurs. Ce qui veut dire que je vais respecter le setup qui est juste ici. L'une des particularités de ce setup-là, de cette mise en place-là, c'est que je n'utiliserai pas les tuiles niveau 3. Fait que je peux les enlever. Pour le reste que j'ai à faire, je vais commencer par placer mes tuiles qui sont recto-verso comme ça. Ici, on va toujours placer Hawksmoor Deep, Keep en plein milieu de la table. Ça va être notre tuile de départ. C'est là que les roues vont commencer d'ailleurs. Et ensuite, les 4 autres tuiles, on va simplement les brasser puis aller les placer autour pour former mes régions de départ. Certaines tuiles, comme celle-là ici, vont me dire, ces tuiles-là vont commencer avec des minions, des petits monstres qui vont être dessus. Si j'étais à 4 joueurs ou plus, il y aurait 2 monstres de niveau 1, comme je suis, mais il y a toujours, peu importe le nombre de joueurs, il y a toujours au moins un monstre de niveau 1 dessus. Puis ça va être la même chose pour toutes les tuiles qui vont être révélées. C'est toujours ce petit système de fonctionnement-là. Fait que le vilain, lui, il y a une grosse pile de minions comme ça. Il y a une petite carte sur le dessus parce que les cartes sont recto-verso. Il y a une petite carte sur le dessus pour cacher sa pile. Fait qu'il va brasser ça, il va piéger la première carte en dessous du paquet. Puis il va aller la placer sur l'une des 2 moitiés de la tuile, parce qu'on va toujours mettre les minions sur une moitié puis les héros sur l'autre moitié. Quand ça c'est fait, la deuxième étape de la mise en place, on va aller prendre les tuiles niveau 1, on va en piger 8 au hasard, 6, 7 et 8. Les autres vont retourner dans la boîte, on ne les utilise pas pour cette partie-là. Et ces 8 tuiles-là, on va aller les placer autour pour continuer à former la carte de Hawksmoor, comme ça, ici. Il va me rester à aller fouiller dans mes tuiles de niveau 2. Dans mes tuiles de niveau 2, je vais avoir en isolé 4. Il y a toujours des shrines, il y a toujours 3 shrines. Luna, fait que ça je le mets de côté. Il y a le shrine de Asha et il y a le shrine de Bronco. À ça, on va ajouter le Elven Dojo. Ces 4 tuiles-là sont toujours dans la partie. Si je jouais une partie à plus que 3 joueurs, elles seraient dans les piles de niveau 3, fait qu'on les enlèverait des piles de niveau 2. Pour compléter, je vais aller piger 4 autres tuiles de niveau 2. Je vais aller brasser ça avec mes tuiles que j'avais déjà et on va les compléter en laissant juste le coin de libre sur chaque partie de ma carte. Et là, ma map va être complétée. Fait qu'on place ça comme ça ici. Et là, ça fait une grosse map. Fait que vous douterez que je ne vous la montrerai pas au complet tout au long de la partie. Mais donc, là, une fois que j'ai fait ça, ben là, il reste à placer les héros qui vont avoir été choisis. On va expliquer la mise en place individuelle dans quelques secondes au centre du plateau. Puis on est prêt au niveau de la mise en place du plateau. On est prêt à commencer à jouer. Ensuite, au niveau du placement individuel, on va avoir installé le joueur qui est le One dans l'expression One vs All, c'est-à-dire Mordak. Mordak va venir avec son mini, il va venir avec son plateau personnel. Son plateau il est en 2 parties. La deuxième partie est réversible pour la fin de la partie. Au début de la partie, il va commencer sur ce côté-là, le Procession of Horrors. Mordak lui-même va placer son mini sur la case Start du Procession of Horror. Mordak a 2 pistes de chaque côté, fait qu'il va avoir besoin d'aller chercher 2 jetons comme ça, qui sont recto-verso. Il y a un côté pour les actions, puis l'autre côté pour les points de vie.
Mordag va commencer avec 2 actions, on va l'indiquer comme ça, juste ici. Et il va commencer avec un nombre de points de vie dépendamment du nombre de joueurs. Par exemple, si on était dans une partie à 5 joueurs, il commencerait avec 100 points de vie. On le voit ici avec le petit symbole de joueur juste en dessous, comme ça ici. 5 joueurs, j'ai 4 joueurs, 90 points de vie. Dans mon cas ici, il va y avoir 2 héros, donc il va commencer avec 50 points de vie. Fait que je vais aller mettre un petit marqueur comme ça ici, puis son marqueur d'action de ce côté-ci à 2 actions. L'autre chose que Mordag va avoir à faire, dans son cas à lui, ici il y a des petits pouvoirs sur lesquels je vais revenir, mais l'un de ces pouvoirs va changer sa mise en place. On va me dire ici, you may draw 2 Purple Void Spells to start the game. Les Purple Void Spells, c'est ce deck de cartes-là, qui est mauve avec des espèces de griffes dessus, de symboles dessus. Ça, il y en a un gros paquet, fait qu'on peut brasser ça, puis au début de la partie, Mordag va en piger 2, il va également en piger 2 à tous les tours de jeu. Finalement, qu'est-ce qu'il va avoir placé dans sa zone de jeu, Mordag? Mais il va avoir placé ses minions. On les a déjà montrés. Fait que les minions level 1, on n'oublie pas de mettre une carte dessus pour cacher la première carte minion. Généralement, on va piger du dessous de la pige, puis on va défausser sur le dessus. Il va y avoir des minions level 2, même chose. Ils sont cachés avec une petite carte pour pas qu'on les voit. Et il va y avoir des minions level 3, qui sont évidemment les minions les plus puissants. Et eux autres, on va les brasser, puis on va mettre une carte par-dessus pour les cacher. Finalement, Mordag va avoir une petite carte comme ça ici qui va lui montrer comment il peut transférer son loot. Fait qu'une fois qu'il va ramasser des points de loot dans un tour de jeu, les bounty en fait, il va pouvoir les transformer en points d'expérience, en points de vie, etc. Et cette carte-là va changer selon le nombre de joueurs. Si je suis à 1 ou 2 joueurs, voici son tableau de conversion. S'il y a 3 à 5 héros contre lui, voici le tableau de conversion que Mordag va avoir à utiliser. Si on joue donc une partie 1-2 joueurs, 3 à 5 joueurs. Fait qu'on le met du bon côté selon le nombre de joueurs qu'il y a dans la partie. Et pour le niveau de mise en place qu'on a, mais Mordag, c'est fait. Les héros vont avoir une mise en place similaire à faire. Il y a un paquet d'héros qui ont des grosses tuiles qui ressemblent à ceci avec un petit descriptif narratif si on veut savoir qu'est-ce que c'est un Ranger et pourquoi Gwenavael voudrait aller se battre contre Mordag. Fait que les héros vont chacun choisir un joueur, un personnage. Là, ici, je fais une partie avec Alindra et Loxley, la machine et le roublard. Il va y avoir une mise en place similaire à Mordag à faire. On va avoir un nombre d'actions au début, fait que chaque héros va aller placer son jeton d'action sur la première case, d'ailleurs surligné en blanche pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Ils vont avoir une échelle de points de vie. Les héros commencent avec leur maximum de points de vie, fait que 14 pour ma mage, 12 pour mon rogue. Et on va aller vérifier dans leur mise en place s'ils ont quelque chose de particulier qu'ils vont avoir. Elle, ici, elle est Master of Sorcery, fait qu'elle va aller dans le deck de sorts bleus, qui sont les sorts d'attaque. Et elle va piger les 2 premières cartes de cette pile-là. Les héros vont garder ce deck-là pas loin. Il peut être très important pour eux. Ils peuvent avoir les piger dedans. Les héros vont également se préparer un deck de cartes loot qu'ils vont garder pas loin. C'est des trésors qu'on peut trouver. Il y a un deuxième deck de sorts. Il y a certains personnages qui vont aller plutôt piger dans ce deck-là gratuitement. Le paladin, entre autres, si je ne me trompe pas, qui sont des sorts plus défensifs utilitaires. Les héros vont se prendre un grand jeton comme ça de charge ou de hold qui n'est pas super utile quand on a juste 2 héros, mais qui l'est si on joue à plus que 2 héros. On a un jeton de garde comme ça ici que les héros vont se garder pas loin. Puis pour la mise en place des héros, c'est pas plus complexe que ça. Après, les héros sont prêts à commencer à jouer. Les héros vont également avoir à se prendre une carte de transfert de loot selon le nombre de héros qu'ici. Là, ici, moi, je prends la carte à 2 héros. Ça aurait été la carte s'il y avait eu juste un héros. Il y a une carte pour 3, pour 4, pour 5 héros. Je prends la carte à 2 héros. Regarde ça pas loin. Il y a des aides de jeu pour chaque joueur qu'on peut se garder. Puis dans le matériel général qu'on va avoir, on a une grosse pile de dés qu'on va se garder pas loin que les joueurs vont avoir utilisé, sur lesquels je vais revenir au niveau des explications. Et on a beaucoup de différents jetons, tokens qu'on va pouvoir utiliser. Selon les circonstances, Mordag peut faire apparaître des moutons, il peut avoir des jetons de portail qui apparaissent sur le plateau, il y a des jetons d'expérience là-dedans, on va y revenir en temps et lieu, mais ça on se garde ça pas loin, l'insert est bien fait pour ça. Fait que quand tous les joueurs ont choisi leur héros, que la map est installée, que Mordag est installé, ben on commence à jouer. Maintenant, première étape, comment gagne-t-on ou perd-on à Valor and Villainy? Ben, l'objectif pour les héros est de trouver la tanière de Mordag et de le descendre violemment. Alors que pour Mordag, lui, il va vouloir retarder le plus possible le moment où les héros vont trouver sa tanière, mais ils vont toujours finir par la trouver. Et une fois que ça va être fait, il va vouloir battre les héros un certain nombre de fois pour aller chercher des jetons d'âme qui ressemblent à ceci. Un petit jeton d'âme de héros. Fait que la façon que ça marche, c'est qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va circuler juste un petit peu pour le montrer,
Les héros vont explorer la map et ils vont éventuellement révéler des shrines. Comme ça ici. Fait qu'ici, le Shrine of Asha que les héros pourraient avoir trouvé en ayant été explorés différents lieux précédemment. Et à chaque fois qu'ils vont révéler un shrine, ça va faire baisser le nombre de points de vie que Mordak va avoir pour le combat final. Fait que peut-être qu'en ayant révélé 2-3 shrines, il va avoir perdu 10, 15, 20 points de vie avant que le combat final commence. Parallèlement à ça, à tous les tours de jeu, Mordak va descendre d'une case sur sa petite piste personnelle. Et à chaque fois qu'il descend, il va gagner divers bonus qui vont le rendre de plus en plus puissant. Et on va continuer comme ça en recommençant un nouveau tour de jeu. Puis là, les héros vont explorer, ils vont battre des monstres, vont gagner l'expérience, etc. Puis à la fin du tour de jeu, Mordak va avancer ici, puis il va activer ses monstres, puis il va faire des sorts, puis des trucs comme ça. Puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que l'une de deux choses se passe. Dès que les héros découvrent les 3 shrines, le prochain tour de vilain de Mordak, fait que la prochaine fois que Mordak joue, on va tourner cette petite tuile-là, comme ça, ici, et le combat final va commencer. Parallèlement, si Mordak se rend à sa 6e case, donc après 6 tours de jeu, si les héros n'ont toujours pas découvert les 3 shrines, ben on fait la même chose, on flippe le plateau et le combat final va commencer. Puis là, il y a des règles sur lesquelles je vais revenir qui sont spécifiques au combat final. Ça, je vais revenir sur comment ça se passe. La différence entre les deux, c'est que toutes les lignes de pouvoir que Mordak gagne à tous les tours de jeu vont être sautées si ce sont les héros qui provoquent le combat final. Fait que si par exemple Mordak est à son 3e tour de jeu et un héros révèle le 3e shrine, ben Mordak va directement sur sa dernière case et va sauter les bonus de la ligne 3, 4 et 5 parce qu'il était sur la ligne 2. Sur la ligne 3, il va sauter les bonus, donc 4, 5, 6, dis-je, plutôt que 3, 4, 5. Fait qu'il va sauter toutes les lignes par-dessus lesquelles il a passé, puis il va tout de suite se lancer dans le combat final. D'une façon ou d'une autre, quand on arrive au combat final, ce qu'on va retenir pour l'instant, puis le reste des règles, je vais y revenir dans un segment plus tard. Quand on va arriver au combat final, ben, Mordak, il va apparaître sur le plateau. Puis au moment où il va apparaître sur le plateau, les joueurs peuvent être à différents endroits sur le plateau, évidemment. Ils sont peut-être ensemble, ils sont peut-être au centre, ils sont peut-être à plein des places. Et là, ils vont se mettre à se taper dessus. Si les héros réussissent à tuer Mordak à ce moment-là, ils gagnent la partie. À chaque fois que Mordak tue un héros, il va gagner l'un des jetons d'armes dont j'ai déjà parlé. Il va aller le mettre sur son petit plateau comme ça ici. S'il réussit à accumuler 3 jetons d'armes, il va gagner la partie. Là, je vais y revenir plus en détail plus tard, mais je vous dis tout de suite, ça ne vous surprendra probablement pas. Quand un héros meurt, il réapparaît sur la tuile centrale du plateau. Fait qu'il peut tuer le même héros 3 fois dans la séquence finale. Fait que jusqu'à ce moment-là, ça n'a aucune importance pour la victoire, le nombre de fois que Mordak tue des héros. Ils vont juste toujours réapparaître à tous les tours. C'est juste que ça fait que Mordak va gagner plus de puissance. Mais quand le combat final commence, s'il tue 3 héros, il gagne la partie. Si les héros tuent Mordak, il gagne la partie. Maintenant, étrangement, avant d'expliquer le tour de jeu, comment il fonctionne, je vais expliquer les jets d'action, comment ils fonctionnent, parce que ça va beaucoup simplifier le reste du vidéo. Puis on va faire quelques exemples avec Alindra et Loxley. Donc, avant de vous dire ils ont combien d'actions par tour, comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire avec ces actions, comment les jets fonctionnent dans ce jeu-là, c'est très simple. Quand je veux faire un jet d'une compétence, puis ça dit en passant, c'est exactement la même chose. Là, je montre les héros, mais Mordak suit exactement les mêmes règles. Fait que si un personnage veut faire un jet de compétence, par exemple, si Loxley dit je veux faire une attaque en mêlée, donc une attaque avec la hache, ou si Loxley dit je veux faire une attaque range, donc avec l'arc, ou je veux jeter des sortilèges, donc la petite baguette magique, Mordak a une 4e compétence possible, mais la règle est la même. Ce que le joueur va faire, disons que Loxley fait une attaque de range, c'est qu'il lance le nombre de dés qui est imprimé sur son plateau et calcule le nombre de succès que ça lui donne. Les dés blancs sont les dés les moins bons, les jaunes sont un peu meilleurs, les rouges sont les meilleurs. C'est 2 le maximum de succès qu'on peut avoir sur un dé. Le jaune affiche une face à 2, le rouge affiche 3 faces à 2, le blanc n'en affiche pas, le blanc affiche 3 échecs sur son dé, alors que le jaune a juste un échec et le rouge n'en a pas du tout. Fait qu'on fait juste tout simplement additionner les résultats, puis là on compare avec ce qu'on essaie d'avoir comme objectif. Par exemple, si je faisais un jet d'attaque, ben je voudrais faire 6 points de dégâts pour tuer ce minion-là, ou 2 points de dégâts pour le blesser. Ça, je vais revenir plus tard, quand je vais expliquer les règles de combat plus en détail. Fait que tous les jets vont fonctionner comme ça. Et là, la twist de ce jeu-là, c'est qu'une fois que j'ai fait mon jet d'attaque, je suis tellement obligé de déclarer
qu'est-ce que je fais avec mon action avant de lancer mes dés. Je peux dire, je vais faire une action range, je lance mes dés, puis là, je décide qu'est-ce que je fais avec mon action range. La twist de ce jeu-là, c'est que quand je fais, après avoir lancé mes dés, je peux sacrifier 2 succès pour me donner un jeton plus 1. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais dire, hey, j'avais vraiment besoin de 6, fait que ça me sert à rien mon 4 ne me donne rien. Fait qu'à la place, je vais sacrifier 2 de mes succès, puis je vais gagner un plus 1. Mon plus 1, je dois évidemment le placer dans la compétence où je viens de lancer. Fait que j'ai fait un jet de range, je place mon plus 1 en range. Puis avec mes 2 autres succès, ben regarde, je me place un deuxième plus 1. Les joueurs ont une limite, à moins de pouvoirs spéciaux, ont une limite de 4 plus 1 qu'ils peuvent avoir sur leur fiche au total. Fait que si comme deuxième action dans le tour, ben, je fais un jet de mêlée, fait que j'ai lancé ces 2 dés-là, je rate mon jet, fait que je décide, ben tiens, à la place, je vais sacrifier un autre 2 points de succès, puis je vais faire un plus 1, ce qui veut dire qu'il ne me reste qu'un succès sur mon jet. À quoi ça sert les plus 1? Ben, plus tard dans la partie, au prochain tour, si je fais un jet d'attaque range, ben, cette fois-ci, j'ai un 5, ben, je pourrais dire, au lieu de gagner un plus 1, j'en dépense un pour monter à 6, atteignant le succès dont j'avais besoin pour tuer le monstre que je viens de vous montrer. Et tous les jets fonctionnent comme ça. Fait qu'à chaque fois que je fais un jet de compétence, donc mêlée, range, sortilège ou corruption dans le cas de Mordac, j'ai l'option, quand je lance les dés, d'utiliser mes succès pour faire différents effets sur le plateau, d'utiliser 2 de mes succès qui ne servent à rien mais que je gagne un jeton plus 1 sur mon plateau personnel dans la compétence appropriée, dans ce cas-ci, ça serait range, ou je peux dépenser des jetons que j'ai précédemment gagnés plus 1 pour améliorer mon succès. Fait que dans ce cas-ci, il pourrait dépenser les 2 jetons qui sont plus 1 en même temps pour monter mon total de succès à 6. Fait que ça, c'est très important de garder ça en tête pour le reste du vidéo parce que toutes les compétences que je vais expliquer vont être basées sur ce système-là. Maintenant, quelle est la structure du tour de jeu? Ça va toujours être les héros qui vont jouer en premier, puis ensuite le vilain va jouer en deuxième. Les héros vont prendre le tour de jeu, ils vont faire une phase où ils vont pouvoir dépenser leur expérience, monter de niveau. Le vilain va faire la même chose. Le vilain, il y a juste une phase supplémentaire dans laquelle il peut contrôler et activer ses différents minions, ses différentes créatures. Puis ensuite, on va descendre sur la piste du vilain que j'ai déjà montré. Puis on va continuer comme ça, on va recommencer un nouveau tour de jeu. Puis on va continuer jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du 6e tour de jeu. Puis le vilain il apparaît dans le centre. Puis on prépare le combat final jusqu'à temps que les héros aient trouvé 3 shrines. Fait que le tour lui-même, si on commence par les héros, au début de la partie, on va avoir à distribuer le First Player Token, le jeton premier joueur. Disons que c'est le Rogue qui l'a dans mon exemple. Et les héros vont avoir à prendre une décision au début de chaque tour de jeu. Est-ce que le premier joueur hold, donc il prend pause, ou il charge, puis il fait son tour de jeu normalement? Si le héros décide de charger, disons que mon Rogue décide de charger, ça veut tout simplement dire qu'il prend son tour de jeu normalement, puis on respecte l'ordre de tour de jeu. Fait que le Rogue va jouer en deuxième, le Rogue va jouer en premier, dis-je, le mage va jouer en deuxième. Si le Rogue décide de faire hold, de placer son jeton sur cette face-là, ça veut dire qu'il va jouer en dernier. Fait que dans ce cas-ci, le mage jouera en premier, puis le Rogue en deuxième. Dans une partie à 2 joueurs, ça fait pas une énorme différence, mais évidemment, dans une partie, si on a 3 ou 4 héros, ben, le Rogue aurait le choix de jouer premier ou quatrième, par exemple. Il ne pourrait pas décider de juste retarder d'un rang sa phase d'initiative. C'est soit il joue en premier, soit il accepte de jouer en dernier. C'est ça le hold ou le charge. Une fois que ça a été décidé, ben, dans l'ordre du round qui a été établi, les héros vont prendre un certain nombre d'actions parmi les choix d'actions qui sont disponibles juste ici. Combien d'actions nos héros vont prendre, ben, c'est indiqué sur leur fiche personnelle. Fait qu'ici, par exemple, mon Rogue commence avec 2 actions, puis potentiellement, il peut en avoir jusqu'à 5 à dépenser dans un round de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces actions-là? Ben, on peut faire tout ce qui est écrit sur la petite carte de Hero Round. On peut faire l'action Move, Scout, Loot, il y a Melee, Range, Magic, puis Power Search. On va tous les passer une par une pour être sûr que ça soit bien clair. Commençons par l'action Move. L'action Move, c'est évidemment l'action de déplacement. Elle, on peut la prendre autant de fois qu'on veut dans un tour, dans la limite du nombre de points d'action qu'on a, évidemment. L'action Move va me permettre 2 choses. Soit elle me permet de rentrer sur une tuile de montagne qui est identifiée par ce petit icône-là, puis ça me prend mon Move au complet. Soit elle me permet de me déplacer de 3 tuiles. Fait que si par exemple mon Rogue commence ici et il décide de prendre une action de Move, mais il pourrait faire 1 point, 2 points de mouvement. Il termine son action de move là, ou fait d'autres choses, je vais revenir dans 2 secondes, mais il ne pourrait pas faire 1 point de mouvement et ensuite rentrer sur la montagne. Par contre, en commençant ici, il pourrait dire je prends mon move au complet, l'action de move au complet, et je rentre sur la montagne comme ça, ici. Mais disons qu'il a commencé ici, puis il a pris 2 points de mouvement pour aller juste ici. Ça, c'est la première action. Les 2 autres actions qu'on a, on a l'action de Scout et l'action de Loot. Ces 2 actions-là, c'est important de signaler qu'ils sont c'est des actions gratuites, donc ça ne compte pas dans le nombre d'actions qu'on a par tour.
et elle n'interrompt pas mon action. Donc, si par exemple, il y avait un trésor qui traînait juste sur cette tuile-là, il n'y a pas d'ennemi sur cette tuile-là, fait que le rogue pourrait prendre 1 point de mouvement, 2 points de mouvement. Il fait gratuitement son action scout, quand on fait son action de loot, dis-je. Quand on fait une action de loot, on ramasse tous les trésors qui sont sur notre tuile, on les regarde pas tout de suite. On les met de côté sur notre petite carte de loot qu'on s'est mis, de bounty, qu'on s'est mis de côté au début de la partie. Fait que ma carte de trésor, je vais la mettre là. On va gérer ça à la fin du tour de jeu. Et il pourrait prendre son 3e point de mouvement tout à fait pour aller là dans sa première action de mouvement. Mais maintenant qu'il décide de rester là, l'autre chose qu'on peut faire gratuitement, c'est Scout. Si on fait Scout, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toutes les tuiles qui sont adjacentes à la case où on se trouve et on les révèle. Là, on ne peut pas être prudent puis en révéler juste une ou juste deux ou juste trois. Mettons qu'il y en a 4 autour de nous, on les révèle toutes. Fait que dans son cas ici, en faisant l'action Scout là, il n'y a pas le choix de révéler les 3 tuiles qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait quand on révèle des tuiles? On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le coin en bas à gauche. On voit ici que j'ajouterais un trésor et un monstre de niveau 1 si j'étais dans une partie à 4 héros, ce qui n'est pas le cas, fait qu'il n'y a rien là. On voit ici que je vais ajouter un trésor sur cette tuile-là parce que j'ai une partie à 2 héros, fait que je fais tout ce qui est dans la case. Fait que je vais ajouter un trésor que je vais mettre juste ici. Je vais ajouter un minion de niveau 1 que je vais mettre comme ça ici. Et je vais en ajouter un deuxième. Puis on voit le deuxième, il a une embuscade. Fait que quand je vais avoir fini mon action de loot, le petit triangle jaune, ça veut dire qu'il est embuscade. Quand je vais avoir fini mon action de scout, dis-je, ce minion-là va s'activer immédiatement. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur l'autre tuile. Il y a quelque chose si on est 5 héros plus, ce qui n'est pas le cas, mais il y a quand même les 2 autres choses tout le temps, peu importe le nombre de joueurs. Fait qu'on ajoute encore un trésor, puis on ajoute un autre minion niveau 1, comme ça, ici, sur la tuile. Fait que j'aurai à vaincre ces minions-là pour pouvoir aller chercher les trésors en dessous. J'ai dit le monstre s'active immédiatement parce qu'il y avait l'icône d'embuscade. C'était le monstre qui était juste ici, le deuxième j'ai mis sur cette tuile-là. Les monstres fonctionnent exactement comme les héros. Ils ont des habiletés spéciales dans le bas sur lesquelles je reviendrai rapidement. Ils ont des capacités potentiellement de range, ce squelette-là ne peut pas attaquer de loin. Ils ont des capacités de melee, fait qu'attaquer sur la tuile où on se trouve, il y a un dodge, il se régénère, etc. Et il y a surtout 2 actions. Fait que là, comme il y a une embuscade, Mordag dirait avant que tu continues quoi que ce soit, je joue avec mon squelette. Première action, je fais un move. Fait qu'eux autres, c'est la même chose. Ils pourraient prendre son move au complet pour aller sur une tuile de montagne ou se déplacer de 3. Mais là, on sait qu'on apprend à dire plutôt que les monstres et les héros bloquent le mouvement des adversaires. Fait que s'il fait un point de mouvement là, il ne pourra plus faire d'autres points de mouvement parce qu'il est sur la même case qu'un adversaire. Mais ça fonctionne dans les deux sens. En étant là, il va bloquer le mouvement de son adversaire. Sauf si son adversaire a des capacités spéciales, ce qui est le cas du rogue, mais pas de la machine. C'est le rogue qui est censé s'être déplacé. Fait que donc, sa première des 2 actions, il décide d'aller là. Sa deuxième action, il décide de l'attaquer avec son action de mêlée. Fait qu'il va prendre un des rouges, un des jaunes, un des blancs, tel qu'indiqué sur sa carte. Il va les lancer. Ça fait un total de 2 points de dégâts. Fait que mon rogue, en supposant qu'il n'y a pas de capacité défensive, il va tout simplement perdre 2 points de vie, comme ça, ici. On expliquera plus tard qu'est-ce qui se passe quand un héros meurt. Et là, mon squelette aurait terminé son activation. Fait que mon rogue, théoriquement, il lui reste 1 point de mouvement sur sa première activation. Le rogue a une capacité spéciale qui s'appelle Evade, qui lui permet de se déplacer même s'il y a des monstres sur sa case. Fait qu'il pourrait tout à fait dire, ben regarde, je prends mon 3e point de mouvement pour aller là, mon 3e point de mouvement pour aller là. On se rappelle que Scout, c'est gratuit, fait que s'il décide de scouter là, il pourrait, dans le même tour, dès le premier tour de jeu, aller révéler des nouvelles tuiles. Mais là, du coup, il prendrait des chances parce qu'il y a potentiellement d'autres minions qui vont apparaître. Fait que peut-être qu'il va se dire, ben, sais-tu, je vais finir mon tour tranquille comme ça. Bon, ma première action tranquille comme ça parce qu'il y a déjà pas mal de minions à tuer. Ce qui lui donne droit à une deuxième action. Les autres actions qu'on peut prendre, c'est des actions dont j'ai déjà parlé où on va faire des jets, fait que melee, range, magic, power surge. Les 3 premiers demandent un jet, qu'on va les passer une par une. Power surge, c'est tout simplement d'aller piger des cartes de magie. Il y a 2 decks de cartes de magie qu'on peut avoir. On a une limite de 6 cartes en main. Fait que quand je fais une action de Power Surge, je peux aller prendre 2 cartes dans le même paquet, 2 cartes dans l'autre paquet, ou une carte dans chaque paquet. Je les pige au sort, puis je rajoute ça à ma main en respectant une limite de 6 cartes en main. Si j'en ai plus, je dois défausser. Ça, c'est l'action Power Surge. Je précise que ces 4 actions-là, Melee, Range, Magic, Power Surge, je peux les faire maximum une fois par tour. Les actions d'attaque fonctionnent, les 2 actions d'attaque fonctionnent de la même façon, que je fasse attaque melee ou attaque range. La seule différence, c'est la tuile où j'attaque. Pour faire une action d'attaque melee, je dois être sur la case où je me trouve. Pour faire une action d'attaque range, je vais attaquer l'une des 4 cases qui est adjacente.
Fait que dans son tour, s'il commençait son tour comme ça, par exemple, ben, il pourrait prendre une action pour faire une attaque en mêlée sur le squelette qui est ici. Il pourrait pas l'attaquer 2 fois parce qu'il n'a pas le droit de faire 2 fois une attaque de mêlée dans un round. Il pourrait prendre une action pour faire une attaque de mêlée ici, puis une action pour faire une attaque de range ici, par exemple. Il pourrait pas faire une attaque de range juste ici parce qu'il est en diagonale. Mais mon mage pourrait faire une attaque de range sur le monstre qui est là, etc. Comment ça fonctionne attaquer les monstres? Ben disons que je regarde les capacités de mon ami Ranger, Rogue. Il y a un dé rouge puis un dé jaune. Disons que j'essaie d'attaquer le squelette qui est juste ici. Fait que je fais mon action de mêlée. Des rouges, des jaunes. Je roule un grand total de 2. Mais on voit que précédemment, dans un tour, j'avais accumulé un plus 1. Je le dépense pour me faire un total de 3 sur mon succès. Comment ça fonctionne? Si je réussis à faire le nombre de points qui est indiqué en haut d'un coup ou plus, donc 5 plus, le monstre il est mort. Je le mets avec le trésor que j'ai cumulé tantôt, il va s'en aller dans mon expérience de fin de tour. Si je réussis à faire 3 points de dégâts ou 4 points de dégâts, parce qu'à 5 je le tue, fait que si je réussis à faire 3 ou 4, je vais le blesser. Je vais tourner la carte, ça va changer ses statistiques dans le bas. Et le prochain joueur qui va l'attaquer va avoir à faire un chiffre plus petit pour le tuer. Si je fais 1 ou 2 succès, ben j'ai rien fait du tout. Il n'y a pas de jeton de points de vie dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'en ayant roulé 2, je me suis dit, ah ben tiens, je vais dépenser mon plus 1, comme ça je vais l'avoir au moins blessé. Fait que je le mets comme ça ici. Peut-être que mon ami chien pourra le finir. Disons que j'ai qu'il me reste une action à dépenser, puis je décide de faire une attaque de range. On voit que mon rogue est beaucoup plus fort en range. Il y a 2 dés rouges, il y a un dé jaune, il y a 2 plus 1 qui sont déjà accumulés. Fait que je lance 2 dés rouges, plus 1, 2, 3, 4. Fait qu'ici, 1, 2, 3, ben ça le tue complètement. Fait que j'enlève cette carte-là. Je le mets dans mon bounty. Et là, j'aurais terminé mes 2 actions en supposant que j'ai commencé mon tour de jeu comme ça. Évidemment, fait que l'attaque fonctionne, ça fonctionne juste de même, fait que c'est super simple, autant en attaque qu'en range. Et là, un paquet de joueurs différents va avoir différentes habiletés. Par exemple, le Rogue, lui, ça y prend juste des 1 à sacrifier sur ses résultats pour aller chercher des plus 1 plutôt que de sacrifier 2 succès. Fait qu'en ayant roulé 4 succès sur ce monstre-là, il y a un succès qui ne servait à rien. Fait qu'il aurait pu transformer ce succès-là pour aller chercher un plus 1 supplémentaire qu'il va mettre sur sa petite pile de range parce qu'il a fait une attaque range. Et la dernière action qui reste à expliquer, c'est la magie. Comment fonctionne la magie? Ben, quand je veux faire un jet de magie, disons que là, c'est mon magicien qui commence. Mon magicien, on voit qu'il y a 3 dés rouges. Disons qu'il commence avec une action de Power Surge. Fait qu'il veut piger une carte de chaque paquet. On se rappelle qu'en début de partie, il a commencé avec 2 cartes déjà. Fait qu'il y a différentes cartes et certaines cartes vont avoir un coup en magie en haut à droite, comme ça ici. Fait que donc mon magicien veut faire son action de magie. Fait qu'il décide, je fais mon action de magie. Il lance ses 3 dés rouges. Il obtient 5 résultats de magie. Fait qu'il va pouvoir dépenser autant de cartes qu'il le veut dans ses cartes de magie en payant le coût de chaque carte. Fait que mettons qu'on est plus tard dans la partie, puis il y a plus de dés rouges et il a réussi à obtenir un 9, ben il pourrait, par exemple, lancer ce sort-là à ce 2e niveau de puissance et sur la même action de magie, lancer ce sort-là au premier niveau de puissance. Fait que 5 plus 4, 9, il y a 9 points de magie à dépenser. Il pourrait peut-être lancer ce sort-là à son niveau maximum, 8, dépenser un plus 1 pour monter son total à 10 et en plus lancer ce sort-là à 2. Ainsi de suite. Fait qu'on peut jeter autant de cartes qu'on veut quand on fait une action de magie, il faut juste payer le coût de chaque carte. Qu'est-ce que les cartes font? Ben tiens, si je regarde ma carte polymorphe, ben je peux prendre un ennemi qui est sur la map n'importe où, qui a 5, 8 ou 11 points de vie, dépendamment du nombre de points de magie que j'ai dépensé, et le transformer en mouton. Fait que je vais aller chercher un petit jeton de mouton. Je pourrais faire ici, faire des dégâts sur une région qui est adjacente à moi. 4, 6 ou 8 points de dégâts selon le nombre de points de magie que je dépense. Je pourrais faire apparaître 2 jetons de labyrinthe, qui sont des petits jetons comme ça ici, qui font que 2 tuiles deviennent adjacentes entre elles pour 2 points de magie. Certaines magies ont le petit compte comme ça ici d'éclairs, qui sont des réactions que je vais jouer pendant le tour des autres ou le tour de mes adversaires ou de mes alliés. Ça va être écrit sur la carte de magie quand est-ce que je peux la dépenser. Fait que les héros font tout simplement dépenser leurs actions comme ça. Ils se déplacent, ils vont attaquer, ils vont faire des sorts. S'ils se ramassent sur une case qui a des trésors, ils peuvent les ramasser gratuitement, comme ça, ici. Puis ils font ça jusqu'à temps qu'ils dépensent tous leurs points d'action. Quand les héros ont fini leur tour de jeu, ils vont arriver dans un level up phase. Certains héros vont avoir des capacités spéciales dans le level up phase. Par exemple, mon machin doit piger 2 cartes du deck de cartes de sort bleu qu'il va rajouter à sa main, toujours en respectant la limite de 6. Quand on a fait ces petites habiletés-là, on va aller regarder combien de points de bounty les héros ont ramassé pendant le tour de jeu. Les points de bounty, ben, on va additionner tous les monstres qui ont été battus. Fait que disons que dans ce tour-ci, on a réussi à battre ces 2 monstres-là, qu'on voit qu'ils donnent un total de 3 points de bounty déjà.
On va aller regarder les trésors qu'on a gagnés pendant le tour de jeu, puis là, on va décider si on les équipe ou si on les vend. Si on les équipe, on va aller les équiper tout simplement sur notre fiche personnelle à l'endroit approprié. On voit qu'ici, il y a le petit système d'équipement. Fait que disons que je veux équiper cette lutte, je vais la placer ici. Puis disons qu'on ne veut pas cet item-là, ben ça va rapporter un point de bounty supplémentaire. Si on le veut, peut-être que le rogue va le vouloir, fait qu'il va le mettre juste ici s'il le veut. Et là, il y a un paquet d'items qu'on peut avoir. Il y a des items qu'on utilise une fois, il y a des items qui améliorent le range, il y a des items qui améliorent la mêlée. Les héros ne peuvent pas tous équiper la même chose. On voit que lui, il peut équiper 2 armes, lui, il peut équiper une arme, et il peut équiper une armure. Fait que certaines habiletés vont améliorer la magie, par exemple. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qu'on peut trouver. Puis ce qu'on ne veut plus, fait que si plus tard je trouve un item meilleur qui va là, ben je pourrais le remplacer, puis aller chercher le bounty dans ce tour-ci. Fait que pour le tour, on va aller voir on a fait combien de points de bounty. Dans mon exemple, on a fait 4 points de bounty. On va faire 4 points d'expérience. Les points d'expérience, si on ne les dépense pas tous, on peut les garder pour d'un tour de jeu à l'autre, pour en dépenser plus au tour suivant. Fait que ça, on peut les garder avec des jetons. Mais sinon, on peut les dépenser. Premièrement, dépense facile, on peut dépenser 3 points d'expérience pour se donner une action supplémentaire le reste de la partie. En respectant la limite qu'on a ici, fait que je peux avoir un maximum de 5 actions par tour. Fait que 3 points d'expérience pour une action. Sinon, pour un point d'expérience, je peux améliorer un dé. Comment ça marche améliorer un dé? Si j'améliore un dé que je ne possède pas, par exemple, je vais améliorer ma mêlée, j'ai rien en mêlée, puis je vais gagner un dé blanc. Je vais me mettre un petit token comme ça. Qu'à partir de maintenant, si je fais une attaque de mêlée, je lance un dé blanc. Si je veux améliorer mon range, ben, je vais avoir 3 choix. Soit j'améliore la case vide, fait que comme ça je ramasse avec un dé blanc de plus. Soit j'améliore la case qui a un dé blanc, qui va devenir un dé orange. Soit j'améliore la case du dé orange, qui va devenir un dé rouge. Les dés rouges, eux, ne s'améliorent pas. Puis on peut remplir ça au maximum, fait qu'à la fin de la partie, peut-être que ma machine, quand elle va faire une action de magie, peut-être qu'elle va avoir 5 dés rouges. Là, ça aurait coûté 1 point d'expérience pour le blanc, 1 pour l'orange, 1 pour le rouge. Fait qu'avec 4 points d'expérience, je pourrais tout de suite me mettre un dé rouge comme ça ici, puis commencer à travailler ma dernière case comme ça ici. Peut-être que c'est ça que j'ai fait avec mes 4 points d'expérience. Ça va me permettre de lancer des sorts plus puissants. Fait que l'expérience fonctionne juste comme ça pour les héros, tout simplement. Fait que soit on augmente son nombre d'actions, soit on augmente la valeur de ses dés, puis on décide qu'est-ce qu'on fait avec son équipement. Je précise qu'il n'y a pas un coffre qu'on peut garder de côté. Donc, je peux pas... Si j'enlève un item puis je le rééquipe pas, il va s'en aller dans l'autre puis il va se transférer en points d'expérience. Dernière information sur le tour des héros, s'ils terminent leur tour de jeu et qu'ils sont sur la même tuile, ils auront à décider qui est le défenseur en mettant ce petit jeton-là en dessous du défenseur. Dans ce cas-ci, on a décidé que c'était le roublard qu'on va aller mettre sur ce petit jeton-là. C'est important parce que c'est lui qui va prendre les coups pour l'équipe. Et c'est très important parce que tout de suite après le tour de jeu, ben, ça va être au tour de Mordak à jouer. Et Mordak, lui, a un tour exactement comme les héros. Fait que Mordak va avoir un certain nombre d'actions qu'il peut monter lui aussi en dépensant de l'expérience. Mordak a les mêmes 3 compétences, fait que Melee, Range, Magie. Et Mordak a également la compétence de Corruption. Fait que s'il fait Melee, Range, il est fait dans le vide, mais il a quand même le droit de prendre une action de mêlée puis de fesser dans le vide, parce que comme il n'est pas sur le plateau, il ne peut pas attaquer personne en mêlée, pour se ramasser des jetons plus 1. Même chose pour le range, il pourrait faire une attaque de range dans le vide, juste dans l'espoir de se ramasser des plus 1 pour son range. Son skill de magie, sa compétence de magie, ben, il peut la lancer. Disons qu'il lance ici, on a 3 rouges et un jaune. Fait que disons qu'il lance ça, ça lui donne un total de 6 points à dépenser. Ben, lui aussi, il va pouvoir aller regarder dans ses sortilèges et potentiellement dépenser des points de magie pour activer les différents sorts qu'il a en main. Il a le droit de prendre l'action Power Surge, donc d'aller prendre, de piger 2 cartes, l'ajouter à sa main. Lui, il a la même limite de cartes en main. Par contre, lui ne peut piger que dans le deck mauve, mais il a la même règle. Fait que si je roule suffisamment de magie, il peut lancer 2, 3, 4 sortilèges. Si je roule 9 de magie, par exemple, je pourrais lancer ces 2 sorts-là en même temps. Lui aussi a des sorts qui ont une petite éclair. Ça veut dire qu'il peut les jouer potentiellement pendant le tour des joueurs, pendant le tour des autres. Chaque sort va être décrit. Et certains sorts vont avoir ce coup-là. Fait que je dois défausser un petit jeton plus 1 ou une autre carte de ma main pour pouvoir le jouer au lieu de jouer des points de magie. Fait que la base de Mordak fonctionne comme ça ici. Vous me direz pourquoi est-ce qu'il voudrait se ramasser des jetons plus 1 en début de partie sur ses capacités en melee et en range. Ben, Mordak a le droit de dépenser ses plus 1 sur ses minions. Fait que s'il s'est ramassé par exemple 2 jetons plus 1, ben ce monstre-là, quand il va attaquer, il va venir se déplacer ici pour attaquer un des 2 héros. Mordak peut dépenser ses jetons plus 1 de melee pour améliorer l'action du Metal Wisp. Il pourrait dépenser ses jetons plus 1 de range
pour améliorer l'action du Elf Glade Stalker. Fait que Mordak fonctionne comme ça. L'autre différence que Mordak va avoir, c'est que Mordak a une piste de corruption, qui est sa 4e compétence. Il y a juste lui qui l'a justifié. On voit qu'il commence avec 2 jaunes et 2 blancs. Fait que disons qu'au début de la partie, il prend une première action puis il décide de faire une action de corruption. Il roule 4 succès, il est très content. Qu'est-ce qu'il peut faire une action de corruption? Ben, il va aller voir c'est la première carte de ses différents decks de cartes de minions. Fait qu'on voit par exemple le deck de cartes de minions level 1, il y a 3 points de corruption. Ça coûte le deck de cartes de minions level 3, ça coûte 8 points de corruption. Le deck de cartes de minions level 2 coûte 5 points de corruption. Fait que comme j'ai 4 points de corruption à dépenser, ben je pourrais décider, mais je vais en dépenser 3. Je vais piéger une carte comme ça ici, puis je vais faire apparaître un nouveau minion. Les minions doivent apparaître en arrivant d'une tuile qui n'est pas encore révélée ou en arrivant de l'extérieur du plateau. Fait que je pourrais décider mon minion, c'est comme s'il sortait d'ici, fait que il pourrait apparaître là ou là. Je pourrais pas apparaître là parce qu'il n'y a pas de tuile non révélée à côté. Si cette tuile-là était révélée d'un tour précédent, ben j'aurais le droit de le faire apparaître directement là parce qu'il est en bordure du plateau. Fait que Mordak fonctionne juste comme ça. Il fait ses actions lui aussi, melee, range. La grosse différence qu'il va avoir après ça, c'est que lui peut activer tous ses minions un après l'autre. Et là, il fonctionne comme j'ai déjà expliqué quand on a parlé de l'embuscade. Les minions ont tous un certain nombre d'actions. Les minions ont tous une capacité. Plusieurs ont des capacités spéciales. Lui, par exemple, il a la capacité Regenerate, ce qui veut dire que je vais lancer un dé et si j'obtiens un succès sur un dé blanc, ben, il va revenir du bon côté. Il s'est guéri. Fait que disons, si je décide en premier, je vais activer justement lui. Fait que je prends une action de mouvement. J'attaque ici. J'ai pas le choix d'attaquer le rogue parce que c'est lui qui a la tuile du défenseur. Je l'attaque avec rouge, jaune et blanc. Rouge, jaune et blanc. Et je lui inflige 4 points de dégâts. Fait que je m'en vais sur mon rogue. Il était déjà à 8. Il tombe à 4. 8.4. 4. Ensuite, je vais dire, ben tiens, lui, il a 2 actions également. Fait que l'elfe Meadow Wisp, il va prendre une action pour se déplacer. Il va attaquer le rogue lui aussi. Fait que l'attaque en mêlée, 2 rouges, 1 jaune. 2 rouges, 1 jaune. Je lui fais 4 autres points de dégâts. Fait qu'on voit que mon rogue, il tombe à 0. Quand il tombe à 0, Mordak va le prendre en trophée. Évidemment, cette tuile-là s'en va. On peut commencer à taper le magicien. Lui, il a 2 actions. Lui, je vois qu'il tire plus loin, il tire mieux de loin. Fait que tiens, je vais prendre une première action. Il va faire une action de loin. Il va lancer les 3D. J'ai réussi à infliger 3 points de dégâts. Là, je ne vous montrerai pas la fiche. Fiez-vous sur moi, il est rendu à 6 points de vie. J'inflige 3 de dégâts à la machine comme deuxième action, mais il a le droit de se déplacer de 3. 1, 2, 3. Tiens, il s'en va là, pourquoi pas. Puis ensuite, lui, il a une capacité long shot. Fait que testons long shot, qu'est-ce que ça fait? Lui, ça fait qu'il a le droit de faire une attaque de range, même s'il n'y a personne à porter. Il n'y a personne à porter. Mais il doit sacrifier un succès pour attaquer où il veut sur la map. Fait qu'il va sacrifier ce succès-là. Donc, il fait 4 points de dégâts à la machine. Fait que 1, 2, 3, 4. La machine ne lui reste que 2 points de vie. Il a droit à une deuxième action, mais on n'a jamais le droit de faire 2 actions de range dans le tour. Fait que disons que lui fait 1, 2, 3. Il s'en va se cacher là-bas. Et là, le tour de Mordak serait fini. Et à la fin du tour de Mordak, ben, il va faire la même chose que les héros ont fait. Il va faire un level up phase. Fait qu'il va piger ses cartes pourpres. Ça, c'est indiqué sur son plateau personnel. Il en pige 2. Il les met sur sa fiche personnelle. Et il va aller regarder. Les héros valent chacun 3 points de bounty. Fait que comme j'ai réussi à en tuer un dans mon tour, j'ai 3 points de bounty. Fait que je vais rendre le héros sur la tuile centrale. Et je vais transférer ça en 3 expériences et 5 points de vie. Fait que sur ma petite fiche personnelle comme ça, ici, pardon, j'ai accroché la caméra. Fait que ici, j'étais à 50 points de vie, donc j'en gagne 5, je tombe à 55 et je gagne 3 points d'expérience. Je fonctionne exactement comme les héros, fait que je pourrais dire que je prends 2 points d'expérience pour améliorer ces 2 dés-là en jaune. Je prends un autre point d'expérience pour améliorer ce dé-là en rouge, ou peut-être que je vais m'ajouter un dé blanc aussi, 2 points d'expérience pour m'ajouter 2 dés blancs, puis un point d'expérience transformé en rouge. Je vais peut-être prendre mes 3 points d'expérience pour tout de suite gagner une 3e action. Je gère ça comme je veux. Quand j'ai fini ça sur ce petit plateau-là, ici, quand il commence son level up phase, sur ce plateau-là, il va descendre comme ça ici, dans son level up phase. Ça va lui donner potentiellement des habiletés spéciales. À partir du 2e jour, dans 2 tours, il va gagner lui aussi des objets magiques. Fait que Mordak, on l'a vu sur sa fiche, lui aussi, il peut avoir des objets magiques qui sont équipés. Selon le nombre de joueurs, il y a peut-être des monstres qui vont spawner de plus. Si j'ai pas réussi à battre quelqu'un pendant un tour, je vais gagner de l'expérience supplémentaire pour permettre à Mordak de progresser. Comme je l'ai déjà dit, éventuellement, il va se passer l'une de 2 choses. Soit les héros vont trouver des shrines, puis on voit que les shrines, il y a des minions qui apparaissent, il y a des trésors, mais ça enlève également des points de vie à Mordak. Ce shrine-là lui enlève 5 points de vie. Le shrine qui est ici, lui en enlève également 5, mais là, il y a un monstre de level 2 et un trésor.
Et le Shrine qui est juste là, lui enlève 10 points de vie, fait qu'on peut y enlever 20 points de vie, commencer juste à 35 dans l'exemple que je viens de faire. Et là, peu importe Mordak est rendu où sur sa petite piste personnelle, disons qu'il était ici, si on trouve les trois shrines dans son prochain villain, il s'en va directement là, puis dans son prochain villain step, la prochaine fois qu'il joue, on va tourner ça de côté, puis Mordak va apparaître au centre. Si c'est trop long, puis à tous les tours de jeu, ça comme je l'ai dit, ça descend de 1. Si Mordak commence un de ses villain steps, puis qui est déjà rendu là, donc au 6e jour, il est rendu là, on va le flipper comme ça, mais là, il va avoir gagné tous les bonus. Parce que si les héros révèlent le 3e shrine, puis Mordak était ici, il s'en va directement là, mais il skip ces 3 récompenses-là, il ne les gagne pas, fait qu'il est moins fort. D'une façon ou d'une autre, quand on arrive là, il y a différentes choses qui se passent. Premièrement, la tuile centrale, elle est retournée, puis elle est en ruine. Ça, c'est très important, parce que quand on lit le pouvoir de la tuile centrale, les monstres ne peuvent pas se déplacer dessus, les héros peuvent y aller pour se guérir, ce qui n'est plus le cas une fois qu'elle est ruinée. Et là, le Mordak et les héros peuvent commencer à se taper dessus. Les héros vont avoir une dernière chance de dépenser leur bounty pour faire de l'expérience. À partir de maintenant, ni Mordak ni les héros ne peuvent dépenser de l'expérience pour monter de niveau. Quand la bataille finale commence, Mordak il peut piger ses cartes quand il fait l'action Power Surge du deck de son choix. Il n'est pas obligé d'aller dans le mauve. Puis ces 2 cartes gratuites à tous les tours sont dans le deck bleu au lieu d'être dans le mauve. Les héros se guérissent de 5 pour commencer la bataille finale. Et à partir de maintenant, là, le nombre de héros qui est tué est important. Si Mordak tue un héros, le héros revient quand même et il ramasse une âme. S'il ramasse 3 âmes, il remporte la partie. Pour les héros, ils vont continuer à taper Mordak et ça fonctionne exactement comme le reste de la partie. Fait qu'ils peuvent prendre des actions de combat, des actions range, de distance, etc. La seule chose que Mordak a différent des minions, c'est que Mordak ne peut être attaqué que par des tranches de dégâts de 5. Si je fais 12 de dégâts, ça y fait 10. Fait qu'il baisserait comme ça. Si je fais 8 de dégâts, ça y fait juste 5. Si je fais 4 de dégâts, ça y fait rien. Si je fais 22 de dégâts, ça y fait 20. Fait qu'on arrondit toujours, on tronque plutôt toujours au 5 le plus bas. Fait qu'on tronque toujours en multiple de 5. Et on fait ça jusqu'à temps que Mordak soit à 0 ou jusqu'à temps que Mordak ait ramassé ses 3 armes d'aventurier. Alors voilà, c'était Valor and Villainy. On va le mettre comme ça, il y a un reflet dessus. C'était Valor and Villainy, Minions of Mordak, le jeu de plateau. Là, évidemment, il y a un paquet de petites choses que j'ai passé rapidement, que j'ai pas nécessairement dit. Entre autres, tous les héros ont un paquet de pouvoirs différents. Là, je les passerai pas tout un par un. Même chose pour toutes les minions, ils ont un paquet de pouvoirs différents. Il y en a qui peuvent faire des embuscades, il y en a qui peuvent attaquer de loin, il y en a qui se régénèrent. Il y en a qui vont feuiller les héros, il y en a qui vont faire feuiller les héros, il y en a qui vont donner des curses aux héros. Il y a un paquet de choses comme ça. Il y a un deck au complet de sorts qu'on peut faire. C'est un jeu One vs All, fait que c'est le genre de jeu que autant les joueurs que le vilain vont avoir des cartes en main qui permettent, je sais pas, un joueur va se déplacer, puis le vilain va jouer une carte. Ah, pour toi, toi aussi, toutes les tuiles sont des montagnes, fait que tes déplacements sont extrêmement difficiles. Puis là, tu arrives pour faire quelque chose, puis je te téléporte à l'autre bout de la map. Fait que c'est un jeu qui a un paquet de coups fourrés comme ça aussi. Les héros ont plein d'habiletés. Le rogue, il a beaucoup de facilité à ramasser les plus 1. Le paladin, il se régénère un petit peu. Le machin fait des gros sorts d'attaque, il y a des bonus aux dégâts. Le ranger, il y a un cheval qui s'appelle Ghost Vincent, soit dit en passant. Il y a un cheval avec lui qui peut faire des petites actions, puis aller explorer, puis ramasser le trésor avec lui. Fait que chaque héros a vraiment un feeling différent. Puis c'est sûr que là, j'ai pas passé tous ces pouvoirs-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vous laisse à découvrir si vous vous procurez ce dit jeu. Au niveau de la critique, au niveau du matériel, sachez que j'ai une espèce de version Kickstarter Deluxe qui ne m'appartient pas, merci Guillaume. Une espèce de version Kickstarter Deluxe avec les figurines, il y a des standees qui vont venir dans la boîte de base. Même chose pour l'espèce de jeton de défense, il y a une espèce de jeton de carton qui peut le remplacer si on a la boîte de base. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui va être dans la boîte de base puis qu'est-ce qui est dans ma version Deluxe. Mais dans la version que j'ai, le matériel est vraiment extrêmement sharp, est extrêmement de bonne qualité. Les plateaux sont de super bonne qualité, c'est des plateaux épais, les plateaux de personnages de joueurs comme Mordak, comme ça ici, c'est des plateaux très épais de bonne qualité, sont double layered, fait qu'à double profondeur pour que nos jetons tiennent bien dedans. Ce n'est pas le cas pour la piste de tout point de vie et pour la piste d'action. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça s'accroche assez facilement, le petit jeton, comme on peut le constater quand on met à la verticale ne tient pas. Mais ces deux pistes-là sont fatigantes un petit peu, mais le reste du plateau, c'est vraiment bien. Les tuiles, très bonne qualité, extrêmement épais, c'est pas pliable. Fait que c'est la qualité du matériel, super bien. Les jetons, c'est le fun, comment les espèces de jetons de dés qu'on améliore sur notre fiche personnelle, comment ça fonctionne. Chaque joueur a un petit pouvoir spécial aussi qui peut débloquer si on trouve la tuile du dojo, puis un petit jeton qui vient
parfaitement s'imbriquer dedans et qui tient la verticale. Si on trouve cette tuile-là, fait que c'est très intéressant. Fait que le matériel est vraiment de très bonne qualité. Là où je vais reprocher quelque chose au matériel, c'est la clarté du texte dans le jeu. Où personnellement, je lui reproche quelque chose. Autant dans la façon dont le livre de règles est fait, qu'il y a beaucoup de passages qui sont confus, autant dans les pouvoirs des sortilèges, c'est arrivé beaucoup trop souvent que j'ai à... Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement avec ce sort-là? Je suis pas sûr de bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Autant sur les pouvoirs des joueurs, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées confuses au niveau de la façon dont les phrases sont formulées. C'est comme si c'était pas quelqu'un qui était super bon en anglais qui avait écrit ça. Ou en tout cas quelqu'un qui sait pas lu. Il y a clairement personne qui a passé pour éditer ce livre de règles-là et toutes les cartes. Il y a des erreurs, il y a des errata. Mais il y a la compagnie est quand même assez active pour proposer des facts et des trucs comme ça qui corrigent beaucoup de ces problèmes-là. Mais la qualité du langage, autant dans la disposition des règles que littéralement sur les cartes, n'est pas très bonne selon moi. Fait que c'est un petit frein à l'entrée du jeu, surtout si on n'est pas à l'aise à l'anglais. Il y a des tournures de phrases qu'on comprend juste pas. Il y a littéralement des cartes, puis je suis bilingue, je suis prof d'anglais dans la vie. Il y a des cartes qu'il a fallu que j'aille voir sur Board Game Geek qu'est-ce qu'il voulait dire parce que je comprenais pas l'effet de la carte, qu'est-ce qu'on était censé faire avec ça. C'est problématique. Sinon, le livre de règles n'est pas très bien fait. Les choses sont pas en ordre. C'est pas clair comment c'est disposé. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la fameuse action qui est très importante dans ce jeu-là, de se ramasser des jetons +1. Il l'explique juste dans le paragraphe sur les attaques en mêlée. Il ne l'explique pas à part. Donc, quand tu lis le livre de règles pour la première fois, tu as l'impression que tu peux ramasser des jetons +1 juste quand tu fais une attaque de mêlée, pas quand tu fais tes autres actions. Parce qu'on dit littéralement, attaque de mêlée fonctionne comme ceci. Dernier période d'attaque de mêlée, si tu peux sacrifier des succès à coup de 2 succès pour te ramasser un jeton +1, parfait. Ensuite, nouveau chapitre, attaque de magie. Puis là, tu me le dis pas dans la période d'attaque de magie que je peux aussi faire +1. Mais à un moment donné, 3 pages plus loin, tu me dis que dans n'importe quel jet d'action, je peux avoir des jetons +1, parfait, mais quand je fais un jet qui n'est pas un jet d'action, est-ce que je peux aussi ramasser un +1? Si je fais un jet d'attaque, mais via un sort, c'est que je peux te ramasser un +1 en sort ou un +1 en range? Bref, il manque un peu de clarté dans le livret de règles. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau du gameplay, c'est vraiment très très le fun, malgré les petits défauts que j'y ai dit. C'est un one versus all, donc il faut que tu aimes le jeu, justement, comme j'ai dit tantôt, il y a des coups fourrés, tu vas arriver pour faire quelque chose, puis tu vas te le faire bloquer. Si moi j'ai joué des deux côtés de la table, j'ai trouvé ça très agréable, autant d'un côté ou de l'autre. Le système de règles, une fois qu'on le comprend, parce qu'il est mal expliqué dans le livre de règles, mais une fois qu'on le comprend, il est très simple. J'ai une coupe d'action, je peux attaquer une fois de loin, une fois de proche, puis je peux faire des sorts une fois par tour, puis je peux piger des cartes de sorts. Puis après, j'essaie de gérer ça avec le nombre d'actions que j'ai, puis l'expérience que je ramasse. Mes attaques, j'ai 3 couleurs de dés, 1 ou 2 succès par dés, j'additionne ça, puis je compare ça avec ce que j'essaie de faire. C'est vraiment super simple à comprendre. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va dépendre de vos goûts, mais le méchant se joue pareil comme se jouent les héros. Fait qu'il est simple à expliquer, puis il est simple à jouer, puis c'est simple d'aller de l'autre côté de la table une fois qu'on a joué une partie. Puis même notre première partie, si on joue Mordac, qui n'est pas compliqué à jouer, il joue les mêmes règles que tout le monde. C'est pas un one versus all qui est asymétrique. Fait que peut-être que ça va en répugner certains, parce que c'est bien la mode les jeux asymétriques de ce temps-là, mais lui ne l'est pas. Les deux joueurs jouent exactement pareil. La seule différence que Mordac a, c'est qu'il contrôle beaucoup de créatures sur la table. Fait que mon niveau de son gameplay, c'est simple, c'est efficace, le système de trésor marche bien, le système de progression marche bien. Fait que moi, j'ai bien aimé. L'autre chose que je mettrais en garde, c'est que pour les héros, les héros vont battre plein de minions, puis ils vont affronter Mordac juste une fois. Donc, ils vont tuer plein de monde tout au long de la bataille, puis ils vont avoir un sentiment de progresser, et tout ça. Par contre, Mordac, lui, la seule chose qu'il peut tuer en début de partie, c'est les héros. Fait que les héros vont se faire démolir souvent en début de partie. Puis c'est correct parce que tu réapparais au centre de la table, au centre du plateau de jeu, à chaque fois que tu es tué. Fait que c'est pas grave si tu es tué 2, 3, 4 fois. Mais la dernière partie que j'ai jouée cette semaine, j'ai tué les héros pratiquement à tous les tours de jeu. Pendant les 4 premiers tours de jeu, il y avait de la misère à se replacer. Fait qu'il y avait l'impression de se faire démolir puis de se faire planter. Mais le jeu, il est construit comme ça parce que c'est comme ça que Mordac fait son expérience. S'il ne tue pas de héros, il ne fait pas d'expérience. Donc c'est très difficile pour lui de progresser. Fait que c'est normal qu'il les tue souvent. Fait que tu as l'impression des fois de ne pas progresser parce que tu te fais tuer à tous les tours de jeu, mais ta courbe à toi, tu continues quand même à développer des nouvelles aptitudes et tout ça. Fait que tu peux avoir un drôle de feeling la première fois que tu joues parce que tu
tu réalises pas que tu n'es pas nécessairement en train de te faire planter. Le jeu il est fait pour que tu te fasses tuer 2, 3, 4, 5 fois dans une partie pour te préparer à l'affrontement final contre Mordak. Ce qui est important, c'est quand tu commences ton final fight, ton dernier combat contre Mordak, que là, on arrête de se faire tuer à ce moment-là, qu'on calcule bien. Fait que tu as une gestion qui est intéressante à faire parce que si tu commences ton combat final contre Mordak, puis il y a plein de minions sur le plateau, tu vas te faire dévisser. Mais si tu prends le temps de tuer tous les minions avant de commencer ton combat final contre Mordak, mais Mordak, lui, va avoir continué à se développer, fait qu'il va être plus fort pour son combat final. Parce qu'on se rappelle que dans le combat final, il n'y a plus personne qui peut monter de niveau une fois qu'il est démarré. Ni Mordak, ni les héros. Fait que, est-ce que je veux tuer tous les minions? Ça va permettre aux héros de gagner plusieurs niveaux avant d'affronter Mordak, mais Mordak, lui aussi, va en gagner. Ou on veut l'affronter plus rapidement. Le Mordak est moins fort, mais nous autres aussi. Fait que cet équilibre-là, je l'ai trouvé intéressant dans le jeu, mais sache que tu te fais frapper souvent en début de partie, puis ça peut être un feeling dépendamment du joueur que tu as que tu n'aimes pas. C'est tout à fait compréhensible. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Je suis très content qu'un de mes amis le possède. On va pouvoir jouer plein de parties. Et sache qu'il y a eu une deuxième campagne qui s'est faite, je pense encore sur Kickstarter, non GameFound, qui s'est faite sur Kickstarter, qui va transformer le jeu dans un mode complètement coopératif, puis qui va amener 4-5 vilains supplémentaires. Et pour un petit supplément de quelques dollars, quelque chose de 40$, 40$. Ces vilains-là vont tous être rétro-compatibles dans cette version-là. Fait ici, le plus gros défaut que je dirais dans le jeu, c'est qu'il y a un vilain. Il y a juste Mordak. Ce qui fait qu'on a toujours avec la même impression si on joue le vilain. Tandis qu'avec cette nouvelle édition-là, si on a pris ce pack-là, ce supplément-là, on va avoir 5 ou 6 vilains différents qu'on va pouvoir jouer dans le mode One vs All. Et Mordak va également, si on a le suppléant, être rétro-compatible pour être utilisé de façon dans des scénarios purement coopératifs que la nouvelle édition de Valor and Villainy amène. Fait que sur ça, j'espère que ça t'a permis de clarifier qu'est-ce que c'est Valor and Villainy, voir si c'est intéressant pour toi. À ma connaissance, il n'est pas sorti en magasin, mais certains magasins sont prévus, fait que ça devrait éventuellement arriver. Sinon, surveille les ventes de seconde main ou éventuellement d'autres campagnes. Le Pledge Manager est peut-être encore ouvert. Vérifie ça pour la deuxième campagne de Valor and Villainy si c'est quelque chose qui t'intéresse ou il ouvrira bientôt. Fait que j'espère que ça a été des bonnes explications bien claires pour toi et que ça t'a aidé à te faire une idée sur le jeu. Sur ce, moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram et pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention. À toi.